Bienvenue dans notre exploration de la négociation, un sujet vraiment essentiel et qui va bien au-delà du bureau, hein. Oui, ça touche à tout, nos salaires, nos projets et même nos relations de tous les jours. Voilà. Et l'idée ici, c'est pas du tout de manipuler, mais plutôt de construire ensemble quelque chose de solide. Absolument. Alors pour ça, on s'est plongé dans pas mal de matières. On a l'expérience de terrain de Mohamed Amin El Afrit, qui gère quand même une centaine de négos critiques par an. Ah oui, c'est une sacrée expérience. Et puis on a aussi le référentiel Pacifiquette, qui a été co-créé avec Laurent Combalbert, un ancien du RAD. Tout à fait. Et ce qui ressort tout de suite, en fait, c'est que négocier, c'est pas un talent inné, quoi. C'est une compétence. Ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se perfectionne. Les livres, c'est utile, bien sûr, mais c'est avant tout une discipline opérationnelle. C'est sur le terrain que ça se passe. Alors, justement, il y a un chiffre qui m'a vraiment interpellé dans nos lectures. La préparation, ça représenterait 80% du succès. Ah oui, c'est énorme. Ça change tout. Ça veut dire que la discussion elle-même, le face-à-face, c'est juste la partie visible de l'iceberg, en fait. C'est exactement ça. C'est un point central. Le plus gros du travail, il est fait avant même de s'asseoir à la table. Mais pourquoi c'est si important? Dans le monde actuel, tout est complexe, on manque de temps, de ressources, et puis surtout, il y a le facteur humain. On ne peut pas tout contrôler, surtout pas les réactions des autres. D'accord. Donc, la préparation, ça sert justement à maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Nos objectifs, les informations qu'on a, les différents scénarios euh, possibles. Ça réduit la part d'imprévu, en quelque sorte. Voilà. Ça permet de naviguer plus sereinement face à l'incertitude et de mieux gérer ce qui se passe en face. Et ce qui est assez fou, c'est que les sources disent que les mêmes stratégies de base, elles s'appliquent un peu partout. Oui, On parle de négociations très tendues, genre enlèvement, extorsion, mais aussi de diplomatie, de contrats, de conflits sociaux. et même dans un cadre plus intime, comme la relation médecin-patient pour l'observance d'un traitement par exemple. Les enjeux sont hyper différents, mais les outils seraient les mêmes. Les leviers fondamentaux, oui. Et c'est là qu'intervient une idée assez intéressante mentionnée dans les sources, le décalage. Le décalage. C'est-à-dire, L'idée, en gros, c'est de se projeter mentalement dans des situations très, très éloignées de notre quotidien. comme une prise d'otage par exemple. Voilà, ou une négo diplomatique au sommet. Le but, c'est de casser nos réflexes habituels, nos automatismes. Hmm. Pour stimuler la réflexion peut-être. Exactement. Pour penser différemment, adopter de nouvelles approches. Et ensuite, on ramène ça à notre propre univers. Mais est-ce que c'est vraiment utile concrètement de s'imaginer négociateur du RAD pour discuter d'une augmentation ou d'un budget? Ça paraît un peu extrême, non? Ah, mais le but, c'est pas de devenir un expert en gestion de crise, hein. C'est plutôt de provoquer un petit électrochoc mental. D'accord, je vois. Se forcer à voir les choses sous un autre angle, trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, se demander tiens, comment lui, il aborderait ce blocage avec mon client. Ça peut ouvrir des pistes inattendues, quoi. Intéressant comme approche. Alors, si on continue sur cette lancée, comment est-ce qu'on devrait voir le conflit? Parce que souvent, on a une image très négative du conflit. Oui, c'est vrai. Et les sources proposent justement de dédramatiser un peu ça. Le conflit, au fond, ça marque juste un désaccord, une tension. Ce n'est pas forcément mauvais en soi. Non, c'est une information en fait. L'ignorer, le fuir, ça mène rarement à une solution qui tient la route. D'ailleurs, on dit souvent que la négo commence là où la vente s'arrête. Exactement. Ou face à un non. Donc le conflit, c'est un point de départ assez naturel finalement. C'est ce qui déclenche le besoin de négocier pour trouver un accord. Négociation, c'est justement la méthode pour faire ça. D'accord. Donc, si on accepte que le conflit est un point de départ et qu'il faut le gérer, comment on fait concrètement? C'est là qu'intervient ce fameux référentiel Pacifica. C'est une bonne façon de voir son rôle, oui. Il est décrit un peu comme une bible de la négociation, si on veut. Une Bible. Carrément. Enfin, une sorte de boîte à outils très structurée. Elle est issue de la pratique de vrais négociateurs pros et elle a été testée sur des centaines de cas. Et qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette boîte à outils? L'idée, c'est pas de donner des réponses toutes faites, parce que chaque négo est unique, bien sûr, mais plutôt de poser les bonnes questions. Ah, d'accord. Un cadre d'analyse. Exactement. Un cadre pour analyser la situation, décortiquer les enjeux, comprendre ce qui se cache derrière les positions affichées par chacun. Comprendre les motivations profondes, peut-être? Oui, identifier les leviers psychologiques importants. C'est vraiment un guide pour préparer et mener l'échange de façon plus méthodique, plus structurée. Ok, donc pour résumer un peu tout ça, la négociation, c'est une compétence essentielle qui s'apprend. Tout à fait. La préparation, c'est vraiment la clé, les fameux 80%.
Indispensable. Et le conflit, finalement, c'est pas la fin du monde, c'est plutôt une étape normale du processus. C'est un déclencheur, oui. Une dernière réflexion, peut-être, qui me vient en relisant tout ça. Oui. Si on admet que malgré toute la préparation du monde, l'humain en reste imprévisible et qu'on ne peut pas tout contrôler, comment on fait pour développer cette agilité mentale? Cette flexibilité. Oui, cette capacité à s'adapter en temps réel pendant la négociation pour gérer l'inattendu sans perdre de vue ses objectifs. C'est peut-être ça, au fond, la véritable maîtrise de l'art de la négociation.